merci d'avoir choisi i24 News pour vous informer. C'est le morning. On va tout de suite commencer par la revue de presse présentée par Cyril Amar. Bonjour. Bonjour Nathalie. Cyril, avec moi sur ce plateau également Jean-Pierre Plancade, sénateur, président du groupe d'amitié France-Israël au Sénat en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. On commence donc tout de suite par la revue de presse. Bonjour du Moyen-Orient. C'est annoncé, c'est confirmé par Mahmoud Abbas, les pourparlers entre Israéliens et Palestiniens qui pourraient se prolonger donc au-delà et se poursuivre au-delà de la date butoir du 29 avril. Mais pour cela, Mahmoud Abbas a de nouvelles exigences, Cyril. Et oui, s'est exprimé le président de l'autorité palestinienne hier à Ramallah. C'était devant des journalistes israéliens convoqués donc pour les besoins dans l'enceinte de la Moukata. On les voit poser ici en une du journal israélien Haaretz, juste avant un selfie avec leur hôte palestinien, une image qu'on verra peut-être un petit peu plus tard. Alors pour consentir à la poursuite des négociations, vous l'avez dit Nathalie, Mahmoud Abbas a posé 3 préalables, écrit ce matin le journal palestinien proche du pouvoir, Al-Quds. Primo, geler la construction dans les implantations juives de Cisjordanie. Secondo, discuter immédiatement du tracé des frontières dans un délai qui n'excéderait pas les 3 mois. Et troisième et dernière condition, libérer sans délai le dernier contingent de prisonniers qu'Israël s'était engagé à élargir avant la reprise des négociations. Alors comme souvent Nathalie, les journaux israéliens ils marchent ce matin en ordre dispersé. Le Haaretz par exemple semble encouragé par les déclarations de Mahmoud Abbas, un Mahmoud Abbas qui, nous dit le journal, est favorable à la poursuite des négociations, mais également favorable à la poursuite de la coopération sécuritaire avec Israël. En acceptant de prolonger les pourparlers, écrit Zvi Barel, le vieux dirigeant de Ramallah vient d'apporter la preuve qu'il n'avait tout simplement pas l'intention de dissoudre l'autorité palestinienne, comme l'avait laissé entendre la presse israélienne ces derniers jours, et qu'il n'entendait pas remettre les clés de la Moukata justement aux autorités israéliennes. Et sur cette caricature du journal, Nathalie, vous allez le voir, Abbas qui demande d'ailleurs à l'un de ses sbires de lui faire le double des clés de l'autorité palestinienne. Alors tout autre son de cloche, on le disait, du côté du Israël Hayom, pour le journal proche du pouvoir, les nouvelles exigences de Mahmoud Abbas sont tout simplement la preuve que le bonhomme ne veut pas d'un accord de paix, nous dit le journal gratuit, et il veut tout simplement tout prendre et ne rien donner, s'exclame encore le Israël Hayom, et qui annonce qu'Israël a d'ores et déjà rejeté les nouveaux préalables de l'autorité palestinienne. Aucun pays ne peut renoncer à construire dans sa capitale. À quoi serviraient les pourparlers si le tracé des frontières était déterminé d'avance, nous dit encore le journal. Pourtant, selon l'agence de presse palestinienne, Wafa, l'agence gouvernementale, seule la démarcation des frontières serait la clé de la réussite des pourparlers. Alors avec de telles divergences entre Israéliens et Palestiniens, il faudra de sacrés talents aux réparateurs américains pour recoller les morceaux d'une table de négociation qui va bien mal. Voilà une caricature que l'on pourra apprécier ce matin dans les colonnes du journal palestinien Al-Hayat Al-Jadida, la nouvelle vie, un journal qui paraît à Ramallah. On va parler d'un tout autre sujet à présent, Cyril, avec ce journal israélien Haaretz qui rapporte ce matin une découverte archéologique, cette fois exceptionnelle à Jérusalem. Oui, alors imaginez Nathalie, un tailleur de pierre, il y a 2000 ans à Jérusalem, en train de contribuer à l'édification du second temple de Jérusalem et qui, par accident, du haut de son échafaudage, a fait tomber son ciseau, un ciseau de tailleur. Et bien cet outil, Nathalie, il a été retrouvé par une équipe d'archéologues israéliens, c'est en tout cas ce qu'a annoncé ce matin le quotidien Haaretz, et cité par le journal Eli Shukroun, qui a dirigé donc les travaux d'excavation. Et bien, il en est certain, Eli Shukroun, ce ciseau qui a une taille d'une quinzaine de centimètres et qui a été trouvé à la base du mur des Lamentations, à 6 mètres environ sous la rue principale de la ville de l'époque, et bien ce ciseau date bien de la période du second temple de Jérusalem. Merci beaucoup Cyril pour cette revue de presse. On vous retrouve en deuxième partie pour une nouvelle revue de presse. Mercredi 23 avril, l'heure tout de suite d'un rappel des titres. C'est une joute verbale qui se joue entre Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, et les représentants du gouvernement israélien. Pour les Israéliens, Abbas exige des conditions que l'État juif ne peut accepter. Gel de la construction dans les implantations pendant 3 mois, démarcation des frontières. Il torpille un processus de paix dont il ne veut pas. Ce sont les déclarations de hauts dirigeants israéliens.
La situation commence à ressembler à une impasse. En Ukraine, les États-Unis ont annoncé hier déployer pour des exercices en Pologne et dans les pays baltes 600 soldats. D'autres sont donc attendus dans les jours à venir en Estonie, en Lettonie ainsi qu'en Lituanie. Un geste réalisé dans un contexte de tension avec la Russie sur l'Ukraine. Un éventail de mesures est destiné à rassurer les alliés de Washington en Europe de l'Est, inquiets de l'intervention russe dans le pays. Une information qui nous provient à présent du Mali. Un groupe djihadiste a annoncé la mort de l'otage français Gilberto Rodriguez Leal, enlevé en novembre 2012. Et François Hollande a réagi. Il a déclaré qu'il y avait tout lieu de penser que l'homme était décédé il y a plusieurs semaines. La France condamne l'action de ce groupe terroriste et promet de ne pas laisser ce crime impuni. Jean-Pierre Plancade est donc avec nous sur ce plateau. Je rappelle donc que vous êtes sénateur, président du groupe d'amitié France-Israël au Sénat. Alors on va parler de ce qui motive votre présence en Israël, mais juste avant, on va écouter l'intermédiaire israélien Mendy Safadi en exclusivité hier sur notre antenne. Il annonçait avoir participé au processus de libération des otages français en Syrie. Pour lui, ces preneurs d'otages n'étaient pas des djihadistes, mais des mafieux. On l'écoute, on en parle juste après. S'ils avaient été aux mains des djihadistes Daesh, et c'est notre chance qu'ils n'aient pas été entre ses mains, mais entre les mains d'un groupe de criminels qui enlèvent pas seulement des étrangers ou des journalistes, mais aussi des Syriens riches qui sont enlevés pour soutirer des rançons et de l'argent. C'est tout. A été demandé. Est-ce qu'il y a une rançon qui a permis aujourd'hui à ces otages d'être libérés? Qu'est-ce qui a mené à leur libération? La somme qu'on m'a demandée au début, ils ont demandé $50 000 pour 2 journalistes, Didier François et Michel Elias. Et ensuite, quand je me suis adressé au contact français, ça a continué, et ça a traîné en longueur et moi j'avais peur du risque des risques que couraient ces journalistes. J'ai donc collecté l'argent de mes propres fonds et puis j'ai collecté des donations, des dons de gens qui soutiennent les combattants syriens de l'opposition et nous avons ainsi réussi à rassembler $50 000. Et puis ils ont demandé encore $20 000 et j'ai demandé qu'ils cherchent aussi les 2 autres journalistes qui se trouvaient dans la zone de Raqqa en Syrie et nous avons aussi réussi donc à rassembler $20 000. Jean-Pierre Plancade, cette version des faits exposée par Mendy Safadi, c'est crédible pour vous? Écoutez, moi, vous savez, l'État français mène un combat régulier contre les djihadistes. On a d'ailleurs, après l'affaire Mera à Toulouse, on a d'ailleurs modifié la loi à l'unanimité du Parlement, que ce soit au Sénat comme à l'Assemblée nationale, où on a élargi le rôle de la police. Alors, vous avez été très actif sur ce dossier. Quelle a été votre action? Quelle a été sur le dossier de l'enlèvement, on n'est pas actif, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est le ministère des Affaires étrangères qui mène ça. La politique de la France qui a été maintes fois énoncée, c'est qu'on ne paye pas. Voilà. Ce qui s'est passé, on en saura un peu plus tard. Moi, je suis parti en Israël quand les otages étaient libérés, donc j'ai suivi ça un petit peu de loin. Je me suis réjoui comme tous les Français et comme tous les journalistes, parce que ce sont vos confrères également. Voilà. Après, les conditions de leur libération, personne ne les connaît. J'écoute ce monsieur qui parle. Peut-être dit-il la vérité, peut-être ce n'est pas la vérité, je n'en sais rien. Mais ce dont nous sommes sûrs, et qui a été reconnu un peu partout, c'est que la France a pris une part très active dans la libération de ces otages. Et je m'en réjouis. Donc, on va revenir sur la lutte contre le djihadisme, contre les Français qui se rendent en Syrie. Est-ce que vous avez été actif sur ce dossier? Qu'est-ce qu'exactement le Sénat peut faire pour aider le gouvernement dans cette lutte?
Le Sénat, le Sénat légifère. Donc il légifère soit sur des propositions du gouvernement, des projets de loi proposés par le gouvernement, soit sur une initiative parlementaire. Là, il s'est agi il y a 1 an, après l'affaire Mera, 2 ans maintenant, d'élargir les compétences de la police, notamment en matière d'écoute, en matière de surveillance, en matière de garde à vue, avec juge et avec avocat et sans avocat, de telle sorte que la police puisse faire un vrai travail, parce on a pris conscience, mais déjà depuis quelques années, même si ça ne se dit pas, on a conscience que la France est l'objet aussi de réseaux souterrains islamistes importants. On va revenir à présent à l'objet principal de votre visite en Israël. Vous faites partie d'une délégation de 5 sénateurs français, membres du groupe d'amitié France-Israël, qui effectue donc une visite de travail en Israël, mais aussi dans les territoires palestiniens, une visite économique. C'est une visite dont le thème majeur est l'économie, pour prolonger un petit peu la rencontre du président Hollande avec M. Netanyahou qui a eu lieu au mois de novembre dernier. Mais en même temps, c'est une visite d'amitié que fait le Sénat auprès des parlementaires israéliens, membres du groupe d'amitié France-Israël. Nous sommes un groupe important, même si parfois on ne s'exprime pas souvent. Il faut que vous sachiez que nous avons le Sénat, il y a 330 sénateurs, et 20% de ces 330 sénateurs sont membres du groupe d'amitié France-Israël. Voilà. Et c'est une amitié solide, déterminée, et nous l'entretenons tous les 2 ans. Nous faisons un déplacement dans ce pays et nous recevons aussi des délégations de parlementaires israéliens. Alors on vous sent attaché à cette amitié, justement. Bien la sûr. Diplomatie parallèle, la diplomatie informelle, un peu à l'instar de l'éducation informelle, donc je crois savoir que vous êtes à laquelle vous êtes attaché, puisque vous êtes un autodidacte. Est-ce que c'est ça l'intérêt de ce genre de rencontre? L'intérêt de ce genre de rencontre, c'est de se dire des choses que peut-être des chefs d'État ne peuvent pas se dire. Voilà, c'est très important. Premièrement. Deuxièmement, on crée des liens d'amitié, et l'amitié, quand même, mine de rien, ça permet de se parler. Alors, quel lien on peut créer? Qu'est-ce qu'on se dit qu'on ne se dit pas entre chefs d'État? Qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on ne se dit pas? D'abord, on demande l'avis de la situation. Hier soir, par exemple, nous avions un dîner avec 2 anciens ambassadeurs d'Israël en France, Eli Barnavi et Daniel Sheik, et puis l'ancien président qui est un ami, l'ancien président du groupe d'amitié France-Israël, Daniel Ben-Simon, qui n'est plus député maintenant, qui a diversifié ses activités, mais il n'est peut-être pas dit qu'il ne revienne pas en politique un jour. Voilà. Et là, on a un discours qui n'est plus officiel. Donc chacun dit au fond ce qu'il pense. Nous disons ce que nous pensons, comment on voit l'évolution de ce pays, et puis chacun un peu rectifie sa pensée. Et c'est ça qui permet de faire avancer les choses. Bien quand sûr. On voit le dialogue, par exemple, entre les Israéliens et les Palestiniens rompus, ça permet vraiment, en sous-main, de faire avancer la situation. Oui, parce que si vous voulez, vous savez, ce sont des petites graines qu'on sème. Voilà. Et puis elles prennent peut-être pas de suite, mais au fond, quelque temps après, on dit « Ah mais tiens, peut-être qu'il avait raison. » Oui, c'est peut-être vrai. Et parfois, il nous arrive de nous téléphoner. Quand on se connaît, on se téléphone. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, quand je lis la presse française sur tel ou tel événement en Israël, qu'est-ce que je fais? J'appelais à l'époque... Et sur le terrain, vous avez le sentiment d'une réalité différente de ce qu'on lit dans la presse ou de ce qu'on voit à distance? Pour moi, oui, parce que moi, ça fait très longtemps que je suis dans le groupe d'amitié France-Israël, et donc je vois bien le décalage entre ce que dit la presse française et ce qui se passe dans ce pays, naturellement. Voilà. Donc, et notre travail, c'est aussi d'expliquer, et moi d'expliquer à mes collègues que Israël n'est pas le pays qu'on croit, c'est pas un pays en guerre permanente, il n'y a pas que des guerriers, parce qu'au fond c'est un peu l'image que l'on reçoit un peu de la presse française, et je m'applique à leur expliquer qu'en fait Israël est une grande démocratie, et souvent j'ai l'occasion de dire elle est tellement démocrate que elle en est jusqu'à l'absurde. Voilà, mais c'est vrai. Bon, et vous voyez par exemple, puisqu'on parle d'économie, alors on nous a interrogé hier sur le boycott. Voilà, bon, l'étiquetage israélien. Et je dis ce qui prône, d'abord, c'est pas une attitude économique, c'est une attitude politique, c'est une attitude de propagande. Et je dis c'est dramatique parce qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. Vous allez en parler à Ramallah quand vous allez vous y rendre? Bien sûr. Voilà. Et quand nous allons à Ramallah, pourquoi? Parce que nous sommes les amis d'Israël.
mais nous ne sommes pas les ennemis des Palestiniens. Et alors vous allez leur dire quoi à Ramallah très exactement ? Moi-même, je suis membre du groupe d'amitié France-Palestine. Voilà, nous sommes pour la position de la France, vous la connaissez, c'est 2 États qui vivent en paix et en sécurité et viables économiquement. C'est un peu cette formule résume un peu ce que nous voulons. Donc quand on va à Ramallah, on va rencontrer Yasser Arafat, personnage politique important, et on va l'écouter d'abord. Et ensuite, nous-mêmes, on va leur parler de comment on voit ce processus de paix qui est un peu tendu en ce moment. Mais bon, parfois en Israël, vous savez, c'est comme, souvent je dis, c'est comme le flamenco, vous savez, là, ça monte, et puis ça n'explose pas, quoi. Voilà, donc... Alors c'est sur cette note d'optimisme qu'on va terminer cette interview. Merci beaucoup, Jean-Pierre Pancade, d'avoir été avec nous. Et donc, bonne visite, tant en Israël que dans les territoires palestiniens. Restez avec nous, on va poursuivre ce morning avec la réconciliation possible entre le Fatah et le Hamas. C'est à suivre dans le morning. Retour sur le plateau du morning d'i24 News. Ravi de vous retrouver avec moi sur ce plateau. Olivier Rafovitch, colonel de réserve dans l'armée israélienne, et Ali Wakel, journaliste spécialiste du monde arabe. Merci à vous de nous avoir rejoints. On va tout de suite parler de cette réconciliation qui piétine entre Palestiniens et Israéliens. Ça a l'air en revanche de plutôt bien fonctionner entre le Hamas et le Fatah. Les 2 mouvements se sont rencontrés. En jeu l'organisation d'élections palestiniennes et la formation d'un gouvernement d'union nationale. Je vous propose tout de suite d'écouter ce haut dirigeant palestinien. On en reparle juste après. Comme nos dirigeants l'ont dit, nous devons mettre fin à la séparation et à la division. Ensemble, nous devons mettre en œuvre ce que les factions palestiniennes ont signé, sans exception. Nous rejetons tout État juif proclamé par Israël, car nous voulons soulager notre peuple des difficultés engendrées par l'occupation. Alors Ali, le Hamas en perte de vitesse au sein de la bande de Gaza, le Fatah qui tend à gagner de la crédibilité en Cisjordanie, qui a plus à gagner de cette réunion? Non, je ne suis pas sûr que cette distinction est juste. Les 2 côtés sont en train de perdre du fait que le dossier de la réconciliation n'est pas encore achevé. Il faut être clair. La rencontre hier qui a terminé seulement ce matin visait plutôt Washington et Jérusalem que vraiment la réconciliation. Les 3 dossiers, les élections, le dossier de l'OLP et le gouvernement d'union nationale sont chacun un dossier qui risque d'exploser à tout moment. C'est vrai que les 2 côtés se sont donné 5 semaines pour achever un accord, et dans ces 5 semaines, Abou Mazen et l'équipe du Fatah et de l'OLP, ils vont peser qu'est-ce qui vaut le coup d'investir là-dessus, le processus de paix avec Israël ou le dossier de la réconciliation. Il y a un élément très important, un facteur très important qu'il faut prendre en compte. Abou Mazen, il est fatigué politiquement, fatigué physiquement, fatigué, et il aimerait se retirer quand ce dossier de réconciliation est au moins achevé. Il ne croit pas vraiment qu'avec le gouvernement israélien en place, il y a de la chance d'achever le moindre accord. Il pensait qu'il y aura un changement au sein du gouvernement israélien. Mais il n'organise pas d'élection, Abou Mazen. Mahmoud Abbas. Si, selon les pourparlers entre Fatah et Hamas, des élections doivent avoir lieu jusqu'à l'été. L'été, c'est toujours avant novembre. Novembre, il y a des élections pour le Congrès aux États-Unis. Et donc, Obama qui a besoin de présenter au moins un succès dans un dossier de relations étrangères. On a vu qu'en Ukraine, ça ne va pas avoir lieu. En Syrie, Ali, non plus. Vous parlez d'élections au sein de l'autorité palestinienne qui doivent avoir lieu, mais qui n'ont pas lieu.
qui doivent avoir lieu, mais si jamais les deux côtés sont d'accord sur les élections, ils vont avoir lieu ces élections. Mais je me rappelle, il y avait des succès dans les pourparlers Hamas-Fatah à Mecca, à Doha, Qatar, au Caire, à Ramallah et à Gaza depuis 2007 et rien n'a été. Pourquoi cette rencontre a lieu maintenant ? Cette rencontre a lieu parce que Abou Mazen a besoin d'une carte pour l'utiliser dans les négociations avec Israël et parce que Abou Mazen pense que vraiment avant son départ, il faut qu'il fasse ce dernier effort d'essayer de réconcilier le Fatah et le Hamas. Maintenant, est-ce que la communauté internationale, les États-Unis, Israël vont accepter de continuer le processus de paix ou au moins les pourparlers avec l'autorité palestinienne quand il y a au fond un gouvernement que le Hamas fait partie, un gouvernement que Abou Mazen présidera et le Hamas fera partie, même si c'est un gouvernement de technocrates. Est-ce que Israël sera d'accord de négocier avec un gouvernement palestinien où il y a des technocrates qui sont proches du Hamas? Abou Mazen essaye de manipuler... Justement, le Hamas, reparlons-en rapidement. Ali Ouaked, on dispose pas, voire très peu, de rapports sur la crédibilité, la popularité du Hamas en Cisjordanie. Non, c'est pas juste. C'est pas juste. Hamas, si jamais il y a des élections, la victoire du Fatah n'est pas du tout garantie. Hamas a des bases très solides en Cisjordanie. Et même, j'ose dire que la situation de Hamas en tant que mouvement d'opposition en Cisjordanie, elle est meilleure que celle du Hamas à Gaza. Et pourtant, en tant que aucun parti... rapport à ce sujet. L'autorité palestinienne bloque tous les rapports concernant la popularité du Hamas en Cisjordanie. On n'en a pas de rapport. Vous savez, c'est quoi les rapports? Ce sont les sondages. Les sondages qui prouvent que toujours le Fatah est beaucoup plus populaire, mais les sondages et les rapports et les recherches qui ont été faits à la veille des élections législatives palestiniennes en 2006 ont tous donné un avantage énorme pour le Fatah sur le Hamas. Et du coup, on s'est trouvé le lendemain des élections avec 70% des sièges du Parlement palestinien dans les mains du Hamas. Moi, j'ai appris qu'on ne doit jamais parier sur qui est le côté fort au sein des Palestiniens. C'est quelque chose qui est très liquide, très fluide et ça change selon la situation politique. Si les négociations sont en bonne atmosphère, le Fatah gagne plus de points, le Hamas perd. Mais dans la situation actuelle où il n'y a pas vraiment un changement significatif dans les pourparlers israélo-palestiniens, la crédibilité de ceux qui sont contre le processus de paix est toujours en hausse contre la perte des points de Fatah et de Abou Mazen qui sont toujours coincés dans le coin des négociations, sans présenter aucune recette aux Palestiniens, aucun succès sur les plans de négociation. Ali, selon vous, on peut négocier avec le Hamas qui fait partie intégrante de... Il faut faire attention à ce que le Hamas, depuis le début de l'initiative de John Kerry, n'a jamais prononcé une déclaration qui est contre les négociations. De temps en temps, quand il y avait une escalade sur le terrain, il a demandé à l'autorité palestinienne de se retirer des pourparlers, mais jamais il a condamné la participation d'Abou Mazen ou du Fatah ou de l'OLP dans ces pourparlers. Il faut savoir que le Hamas... Et depuis la tribune de Gaza, il y a Ismaël Haniyeh de son côté qui déclare « Nous marcherons sur Jérusalem ». Bon, le Fatah aussi déclare nous marcherons sur Jérusalem. Tous les chefs du Fatah ils disent sans Jérusalem-Est comme capitale de l'autorité ou de l'État palestinien, il n'y aura pas un accord. Sur les grands points, il n'y a pas une différence, mais il faut faire attention, Nathalie, à ce que cette round de négociation entre Fatah et Hamas, elle a lieu quand? Hamas, il est affaibli parce qu'il a perdu l'Égypte. Hamas, il a perdu la Syrie. Et Hamas est en train de perdre Qatar est en train de discuter maintenant, est-ce que continuer à soutenir les frères musulmans partout dans le monde ou est-ce que retourner dans la famille du Golfe Persique où l'Arabie Saoudite ne voit pas en bons yeux le fait que le Qatar est en train de soutenir les frères musulmans qui sont les opposants des alliés de l'Arabie Saoudite, surtout en Égypte. Une dernière question, Ali Ouaked. Vous étiez hier à Ramallah, une rencontre organisée par Mahmoud Abbas avec des journalistes israéliens spécialistes des questions arabes. Vous en faisiez donc partie.
En substance, on l'a vu, le président Mahmoud Abbas qui pose de nouvelles conditions à Israël. Est-ce qu'on peut parler de campagne de com de Mahmoud Abbas? Abou Mazen, ça fait quelques mois, il essaye de s'adresser à l'opinion publique israélienne au-delà et j'ose dire même derrière le dos de la direction israélienne, du gouvernement israélien. Il a rencontré des délégations politiques, des partis politiques, il a rencontré des étudiants israéliens et maintenant des journalistes israéliens. C'est un signe, et ce n'est pas un hasard que le jour où il y a une délégation du Fatah à Gaza discuter la réconciliation, il s'adresse au peuple israélien, il s'adresse à l'opinion publique israélienne en disant « je suis toujours commis au processus de paix, je veux achever un accord avec Israël ». Mais Abou Mazen, il sait que les conditions de minimum de la direction palestinienne ne sont pas acceptées par le côté israélien, mais Abou Mazen, il est entre deux bras. D'un côté, il ne veut pas perdre le soutien, surtout financier, de la communauté internationale, notamment des États-Unis et de l'Union européenne, mais de l'autre côté, il veut être vu par le peuple palestinien comme quelqu'un qui a essayé de clôturer ce dossier de la division palestinienne entre Fatah et Hamas. Merci Ali Ouaked pour ces explications et ces éclairages. On va partir à présent pour l'Afrique où cette information nous est parvenue hier soir avec ceux du Mali, avec ce groupe djihadiste qui a annoncé la mort de l'otage français Gilberto Rodrigues Leal, enlevé en novembre 2012. François Hollande a réagi, il a déclaré qu'il y avait tout lieu de penser que Gilberto Rodrigues Leal, que vous voyez sur ces images, est décédé il y a plusieurs semaines. La France a condamné l'action de ce groupe terroriste et promet de ne pas laisser ce crime impuni. Voilà pour cette nouvelle. On va rester en Afrique. On prend à présent la direction du Nigeria. Le Nigeria qui recherche toujours 187 écolières enlevées par Boko Haram. On va en reparler avec vous, Olivier Rafovitch. C'est quoi l'objectif de Boko Haram au Nigeria? Boko Haram, c'est d'abord une organisation qui est islamiste intégriste, qui depuis maintenant près de 10 ans a tué plus de 15 000 personnes au Nigeria. Et elle recherche la charia, elle recherche la déstabilisation du nord du Nigeria qui est totalement musulman face à un sud qui est chrétien. Et il y a ici un mélange d'attaques à la fois contre le gouvernement nigérian. Il y a des luttes tribales très très importantes qui sont un peu méconnues et qui sont mélangées entre les attaques terroristes de Boko Haram et les luttes tribales. Mais il y a aujourd'hui, lorsque j'étais il y a quelque temps au Nigeria, les habitants pensent qu'il y a également des implications locales, politiques, d'utiliser Boko Haram contre le régime central d'Abuja. C'est le cas ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que nous avons ici affaire à une menace terroriste de premier plan au niveau international. C'est un groupe terroriste qui est diffus, il n'y a pas de tête claire. Il y avait à l'époque Mohamed Youssouf, un des chefs qui a été à la base de Boko Haram, qui a été tué lors d'attaques. Il y a des armes qui arrivent avec des liaisons avec AQMI, avec la branche... Donc on ne parle plus de secte, mais bien de groupe terroriste. Ah, c'est pas une secte. C'est pas du tout une secte. On a affaire ici à véritablement une... Ça l'est plus, puisque ça l'était en tout cas au début du... Non, c'est jamais... Oui, il y a eu... Vous savez, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique, il y a ici des implications, comme je l'ai dit, à la fois ethniques et à la fois religieuses. Et Boko Haram, qui veut dire... Boko, ça vient de l'anglais local, qui veut dire le livre, mais ça veut dire également l'éducation. Haram, c'est au sens arabe... c'est interdiction, péché. En fait, c'est une organisation qui veut... Oui, qui veut empêcher en fait l'entrée de la culture occidentale au Nigeria. Et donc, c'est pas une secte, c'est un groupe avec une vision politique, idéologique de destruction de la démocratie au Nigeria et de l'introduction de la charia et de l'établissement d'un régime islamiste sunnite au nord, en tout cas pour l'instant au nord, puisque le Nigeria c'est 33 États et le nord, le nord-est... Ça risque de représenter un danger pour toute la région, pas seulement pour le Nigeria. Bien sûr. Parce qu'il y a Boko Haram d'abord est proche du Cameroun, proche d'autres États. Le Nigeria est la pièce maîtresse de l'Afrique de l'Ouest. C'est aujourd'hui la première puissance économique de l'Afrique. Elle vient de dépasser maintenant l'Afrique du Sud. C'est 180 millions d'habitants.
C'était une puissance régionale de premier plan. Et Boko Haram qui déstabilise ce pays-là, c'est un élément de déstabilisation pour toute l'Afrique de l'Ouest. Et pour toutes les puissances occidentales aussi? Et donc, justement, pour votre question, et les Américains, et la France, et les Anglais ont promis, et je crois d'ailleurs les Américains ont donné de l'aide à la fois dans le renseignement également militaire, pour aider l'armée nigériane qui a beaucoup de mal à se battre contre Boko Haram. Alors justement, les renseignements, on va en reparler. Est-ce qu'il y a les moyens en termes de renseignements pour lutter contre cette expansion de Boko Haram? À l'heure actuelle, non. À l'heure actuelle, il semble que l'armée nigériane soit incapable d'empêcher... Il y a pour l'instant, aujourd'hui, alors nous parlons, un état d'urgence dans le nord du Nigeria, dans 3 états du nord du Nigeria, mais les cibles militaires, policières, des prisons sont les cibles les préférées de Boko Haram. Il faut savoir que l'argent provient non pas de transferts de fonds, mais d'attaques de banques et donc d'éléments financiers au sein du Nigeria. Dernièrement à Abuja. Mafieux, tout à fait. Beaucoup d'attaques à la moto, beaucoup d'attaques également suicides de type kamikaze. Et aujourd'hui, l'armée nigériane a un mal fou, véritablement, à mener une guerre militaire contre une organisation qui n'est pas, encore une fois, une organisation militaire classique. On a affaire ici à de la contre-insurrection, à de la guérilla urbaine. Et là, comme vous l'avez signalé, le kidnapping horrible de ces petites filles, écolières, lycéennes, qui vient juste avant l'attaque la plus grave d'ailleurs, qui a eu lieu à Abuja, à l'arrêt d'autobus, enfin à la gare routière, pardon, montre qu'il y a ici une puissance de destruction et de morts, encore une fois plus de 10 000 morts. La puissance militaire du Nigeria, elle est assez forte. Est-ce que l'absence de politique publique, c'est ça le terreau favorable à l'expansion de cette organisation? L'expansion d'abord est due à fait qu'il y a beaucoup de corruption dans ce pays-là. Donc il y a déjà un terreau favorable. Il y a une très grande pauvreté. Le nord du Nigeria, il n'y a pas d'eau potable dans beaucoup d'États. Donc il y a, si vous voulez, dès le départ, quelque chose qui dit « je viens vous représenter, je vais vous aider ». Maintenant, encore une fois, il y a un mélange. Nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas au Moyen-Orient. Là aussi, c'est pas simple. Je viens d'entendre Ali Waquette parler de la réconciliation. Merci. Voilà. Donc, merci beaucoup Olivier Rafovitch pour ces explications. On en reparlera sûrement. On vient d'entendre cette information qui vient de nous parvenir. Le Fatah et le Hamas sont d'accord sur l'établissement d'un gouvernement d'union dans 5 semaines. Donc à tout de suite. Retour sur le plateau du Morning d'I24 News. On passe tout de suite à la revue de presse du Moyen-Orient. Elle nous est présentée par Cyril Amar. Avec nous également sur ce plateau, Yohan Waki. Bonjour Yohan, merci de nous avoir rejoints. Tout de suite la revue de presse. On l'a dit, on le redit, les pourparlers entre Israéliens et Palestiniens pourraient se poursuivre au-delà de la date butoir fixée au 29 avril. Mais pour cela, Mahmoud Abbas exige des conditions. Et oui, ces conditions, il les a exposées hier, Nathalie, en s'adressant à des journalistes israéliens qui étaient convoqués hier dans l'enceinte de la Moukata à Ramallah. Et on les voit poser ici d'ailleurs en une du Haaretz, juste avant un selfie très certainement avec leur hôte palestinien. Alors pour consentir, vous l'avez dit, à la poursuite des négociations, Mahmoud Abbas a posé 3 préalables, écrit ce matin le journal palestinien Al-Quds qui paraît à Ramallah. Primo, geler la construction dans les implantations juives de Cisjordanie. Secondo, discuter immédiatement du tracé des frontières dans un délai qui n'excéderait pas les 3 mois. Et enfin, 3e et ultime condition, libérer sans délai le dernier contingent de prisonniers qu'Israël, vous le savez, s'était engagé à élargir avant la reprise des négociations. Alors comme souvent ce matin, Nathalie, les journaux israéliens marchent en ordre dispersé. Tenez, par exemple, le Haaretz qui semble encouragé ce matin par les déclarations de Mahmoud Abbas. Un Mahmoud Abbas qui, selon le journal libéral, serait favorable à la poursuite des négociations, mais également à la poursuite de la coopération sécuritaire avec Israël. En acceptant de prolonger les pourparlers, écrit Zvi Barel, le vieux dirigeant de Ramallah vient d'apporter la preuve qu'il n'avait pas l'intention de dissoudre l'autorité palestinienne, comme l'avait laissé entendre ces derniers jours la presse israélienne. Pas plus qu'il n'avait l'intention de remettre les clés donc, de la Moukata aux autorités israéliennes. D'ailleurs, sur cette caricature du journal, vous allez voir, Mahmoud Abbas demande à l'un de ses sbires d'aller lui faire le double des clés de l'autorité palestinienne. Voilà donc pour le Haaretz. Et alors pour le Israël Hayom,
C'est un tout autre son de cloche, on s'en doute, le quotidien proche du pouvoir et qui estime que les nouvelles exigences de Mahmoud Abbas sont une preuve de plus que le bonhomme ne veut tout simplement pas d'un accord de paix avec Israël. Il veut tout prendre et ne rien donner, s'exclame le quotidien gratuit qui annonce qu'Israël a d'ores et déjà rejeté tous les nouveaux préalables palestiniens. Pourtant, selon l'agence de presse palestinienne Wafa, vous allez le voir, seule la démarcation des frontières du futur État palestinien serait la clé de la réussite des pourparlers. Alors avec de telles divergences entre Israéliens et Palestiniens, eh bien, il faudra certainement de sacrés talents aux réparateurs américains pour recoller les morceaux de la table des négociations. Une caricature que l'on doit ce matin au dessinateur du journal palestinien Al-Hayat Al-Jadida, La Nouvelle Vie, un journal proche du pouvoir lui aussi qui paraît à Ramallah. Voilà la situation pour cette journée très particulière. Cyril, on va refermer avec une page cinéma à Cannes. Une fois n'est pas coutume, le cinéma israélien sera à l'honneur cette année. Oui, le cinéma et plus particulièrement une actrice, scénariste, réalisatrice israélienne d'origine marocaine. On ne présente plus Ronit El-Kabetz, que nos téléspectateurs français ont certainement pu apprécier dans La Visite de la fanfare ou encore dans Mariage tardif. Eh bien, Ronit El-Kabetz, nous dit le Yediot Ahronot ce matin, fera son retour au Festival de Cannes après avoir enfanté de 2 jumeaux d'ailleurs, ou de 2 jumelles, je ne suis pas sûr de dire juste. Son nouveau film, Le procès de Viviane Amselem, qu'elle a coécrit avec son frère Shlomi, eh bien, sera présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes qui se déroulera en mai. À noter d'ailleurs qu'un autre film israélien, Next to Her, de Asaf Korman, sera également à l'honneur sur la croisette. Donc une nouvelle fois le cinéma israélien qui est à l'honneur au Festival de Cannes. Merci Cyril de cette revue de presse. Est-ce que vous aimez le foot, Cyril ? J'aime beaucoup le foot et j'aime surtout une équipe. Je suis un grand supporter de l'Olympique de Marseille, comme chacun sait. Et ben voilà, c'est dit, c'est affiché. On va justement parler de foot avec Georges Santos. Lui aussi, ça va vous plaire. Il vient de Marseille. Il est ancien footballeur en Première Ligue et Championship. Georges Santos, bonjour aujourd'hui. Vous êtes recruteur pour des clubs anglais et français. Alors avant de parler de David Moyes, vous avez regardé hier, j'imagine, le match qui opposait l'Atlético Madrid à Chelsea. C'est encore une fois la science de José Mourinho qui a brillé. Tout à fait. Comme tout le monde le connaît, José Mourinho, c'est un fin tacticien. Et bon, il a préparé son match très très bien et en avance. Et je ne suis pas surpris du résultat, en sachant très bien qu'Atlético Madrid est une grosse équipe et qui travaille dur quoi, en équipe. Donc je pense que pour le match retour, ça va être très intéressant mercredi prochain. Et voilà, à suivre. Donc on va revenir à un autre entraîneur à présent, David Moyes. Il a donc été limogé au cours de la saison. Pourquoi cette censure et pourquoi maintenant ? Je suis assez surpris. Je pense que tout le monde est assez surpris de ce changement d'un club comme Manchester United. Avec un entraîneur, Sir Alex Ferguson, qui restait 27 ans au pouvoir. Et bon, pour prendre une décision comme ça, je pense que peut-être qu'ils auraient dû le prendre avant Noël. Mais bon, un club comme ça, normalement, laisse toujours du temps à l'entraîneur d'imprégner son... Est-ce que c'est une sanction économique ? Je pense que oui, en référence du honneur qui s'appelle Glazer, peut-être qu'il y a un petit peu de ça, mais bon, l'entraîneur en lui-même n'a pas eu de temps d'imprimer son style de jeu. Georges, la presse, elle a annoncé ce limogeage avant le club lui-même. C'est pas très protocolaire pour un club de cette envergure. Comment ça se fait ? Tout à fait. Comme vous pouvez le savoir, tous les anciens joueurs de Manchester United ont été surpris, dont moi-même. Normalement, l'entraîneur doit être le premier à le savoir avant vous-même. Donc, tout le monde est choqué. Et je pense que sur ce coup-là, Manchester United, leur dignité n'est pas très bonne. On a pris un coup. Merci, Georges Santos, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Il est photographe, artiste et mannequin. Non, je ne parle pas de Yohan Ouaki. Je parle d'un photographe dont l'un des hobbies préférés, c'est de créer des œuvres d'art en jouant avec de la nourriture. Pour son tout dernier projet, Food Maps, il utilise des cartes de différents pays du monde et les rend comestibles. Michal Divon et Sandy Fortis.
Henry Hargreaves est un photographe d'art, de mode et de nature morte vivant à Brooklyn. Il est notamment connu pour ses nombreuses créations impliquant de la nourriture dans toutes ses formes. Quand j'ai commencé, je ne pouvais pas me permettre d'acheter beaucoup de matériel. Alors le supermarché est devenu mon fournisseur. Je pouvais y acheter plein de choses et les photographier. Parmi ses œuvres les plus extravagantes, Food of the Rainbow comprenait la nourriture de l'arc-en-ciel, les mets américains les plus populaires peints en couleurs vives, des photos prises de la technologie de tous les jours, des Game Boy au iPad, le tout frit à point, ou encore des calories littéralement brûlées et des galeries d'art des quatre coins du monde reproduites en pain d'épices. Chaque ingrédient signifie quelque chose de différent pour chacun. J'aime simplement montrer la nourriture sous une forme que le public n'a pas l'habitude de voir pour qu'il y ait une réaction différente. Son dernier projet l'a amené à prendre les ingrédients internationaux les plus représentatifs ainsi que des cartes du monde pour les transformer en une œuvre d'art. Avec sa collaboratrice, la styliste alimentaire Caitlin Levin, Henry Hargreaves a décidé d'associer des cartes de pays facilement reconnaissables aux aliments représentant la région. On aime utiliser des images symboliques et les réinventer de sorte à ce que les gens les voient sous un angle différent. Cette fois, nous avons choisi des cartes de pays. Tomates, kiwis, spaghettis, fromage ou sushi, avec chaque ingrédient, un autre pays vient à l'esprit. Alors que les touristes découvrent les régions grâce à leurs papilles, les cultures sont devenues reconnaissables grâce à la cuisine locale. Nous savons que les tomates ne viennent pas d'Italie, mais d'Amérique latine. Mais quand on pense à la cuisine italienne, la tomate est la première chose qui nous vient à l'esprit. Et pour la Nouvelle-Zélande, le kiwi est en fait le gooseberry chinois qui a été renommé par les Néo-Zélandais. Les cartes qui sont avant tout destinées à être esthétiques montrent aussi que la nourriture voyage. Le décalage géographique du goût est incessant, ce qui signifie que les cartes faites de nourriture d'aujourd'hui ne ressembleront pas forcément à celles de demain. Et voilà, c'est beau, c'est bon, ça vous parle, Cyril, vous qui êtes amateur de gastronomie? Oui, ça me parle beaucoup. J'ai quand même un petit souci, c'est que vu la taille d'Israël sur la carte du monde, on risque de pas avoir grand-chose à se mettre sous la dent. Peut-être une petite cacahuète ou. Mais non, beaucoup plus. Allez, on va parler de food porn à présent avec vous, Johan. Alors, de quoi s'agit-il très exactement? Alors, de porn food plus précisément. Et le porn food, c'est une tendance dont l'ampleur ne cesse de croître. Alors, au départ, ça consistait tout simplement à prendre en photo ce qu'on mangeait et de le poster sur les réseaux sociaux. Alors bien évidemment, on prend une photo la plus alléchante possible, celle qui donne envie. Et d'ailleurs, le hashtag foodporn a été inventé pour désigner ces photos de plats postés donc sur Twitter. Aujourd'hui, ce sont plus de 25 millions d'occurrences de ce hashtag sur Twitter, auquel il faut ajouter tous les dérivés, c'est-à-dire porn food burger, porn food Italie et tout ce que vous pouvez imaginer. Et d'ailleurs, tous les 2 mois, l'expression croît de près de 50 millions de références sur Google. Je crois qu'il y a aussi des applications qui permettent de noter les restaurants Exactement. Les plats. Il y a un site internet qui s'appelle Food Reporter qui permet de noter les. Et c'est ça. Alors justement, on voit maintenant tout le monde au restaurant avant de déguster son plat prendre une petite photo. C'est d'ailleurs assez énervant. Oui, alors vous n'êtes pas la seule à vous énerver puisque un certain nombre de chefs et de professionnels s'énervent également de cette nouvelle pratique, de ce nouveau rituel. D'ailleurs, Alexandre Gauthier, le chef du restaurant La Grenouillère dans le nord de la France, a carrément dessiné un téléphone barré sur sa carte. Alors pas vraiment pour interdire le phénomène parce que c'est compliqué d'interdire les gens de prendre des photos de leurs plats, mais tout simplement pour avertir qu'ils ne sont pas vraiment les bienvenus. C'est pas nouveau, on a toujours les yeux plus gros que le ventre. Ouais, alors là c'est le moment de le dire. Joli, Cyril. Mais pourquoi ça les énerve? Parce que ça peut les servir justement. Alors justement oui, ça c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que beaucoup de chefs reconnaissent que ça leur fait une bonne publicité, puisque beaucoup de gens se rendent dans les restaurants grâce aux photos vues sur Twitter ou sur Facebook, mais en même temps les chefs nous disent que ça gâche une partie de l'expérience sensorielle liée à la dégustation d'un plat, et certains parlent même de problèmes de droit de la propriété intellectuelle qui viendraient un peu gâcher leur œuvre artistique. Voilà. En tout cas, ça fonctionne beaucoup. Énervés ou pas énervés, ils n'ont pas d'autres. Ça plaît à tout le monde. Ouais. Alors en fait, le plus étonnant, je ne sais pas si vous accorderez avec ça, Cyril, avec cette tendance, c'est que finalement les plats photographiés sont souvent gras, c'est souvent des plats bien particulièrement gourmands, et ça vient contredire les messages qu'on voit, alors très peu en Israël, mais plus en France, défiler sur nos écrans, manger sainement, manger... Exactement. Alors ça vient contredire complètement la tendance du manger équilibré, du manger sain, 5 fruits et légumes par jour par exemple en France,
et toute sa tendance vegan en Israël. Et pourtant, c'est pas si contradictoire. Ça s'explique par une théorie très simple en marketing qui s'appelle le lipstick effect. Le lipstick effect, autrement dit, la théorie du rouge à lèvres. En période de crise, les consommateurs font très attention à leur consommation, leurs dépenses du quotidien sont très limitées et de temps en temps, pour combler ça, ils s'autorisent une petite folie, un petit cadeau comme par exemple un rouge à lèvres de luxe. Mais là, c'est la même chose. On va faire attention à manger équilibré, sain tous les jours au quotidien et de temps en temps, on va carrément se lâcher en s'autorisant un bel écart qu'on va immortaliser avec une vraie belle photo d'un bon burger dégoulinant ou d'une bonne pâtisserie. Et d'ailleurs, on le voit de plus en plus. Qu'on va partager sur les réseaux sociaux. Qu'on va partager exactement. Et on le voit de plus en plus, la tendance du pan food dépasse aujourd'hui le simple secteur de l'alimentation pour arriver dans l'industrie de la mode, notamment avec des bijoux fantasy qui font un carton en ce moment. On en voit d'ailleurs partout au Chouk à Carmel. Vous devriez voir quelques photos apparaître d'ici quelques secondes. Des pendentifs, des bracelets avec des muffins, avec des gâteaux, des bonbons, des glaces. Voilà. C'est quelque chose qui marche très bien. Ou encore, et tout est comestible. Non, c'est pas comestible. C'est purement de la fantaisie. Je vous le disais, on en voit aussi de plus en plus dans l'industrie de la mode avec ce qu'on appelle les sexy sweatshirts, c'est-à-dire des sweatshirts avec des motifs alimentaires, voilà, comme on peut le voir là, qui fonctionnent très bien. Alors le goût est plutôt douteux, mais en tout cas, c'est très mode. Bon, une précision, Johan, pourquoi ça s'appelle le food porn? Alors, pourquoi ça s'appelle le porn food, encore une fois, ouais. C'est assez compliqué, parce qu'en plus, entre le français et l'anglais, on ne sait plus trop dans quel sens le mettre. Tout simplement parce que le lien avec la pornographie est assez évident. On met en avant un objet du désir, ici l'alimentation, presque, j'ai envie de dire, le fruit interdit. On n'a pas le droit, on sait qu'il faut manger sain, qu'il faut manger équilibré, que c'est une folie. Et pourtant, la mise en scène de la photo, la manière dont le produit est mis en avant, nous donne envie de le croquer à pleines dents. Donc ça, c'est une des envies. Et d'ailleurs, Cyril Benamou, vous en parliez tout à l'heure, le fondateur du site, donc Cyril Benamou, le fondateur du site, pas vous Cyril Lamar, le fondateur du site Food Reporter. Que je connais par ailleurs. D'accord, et parle tout simplement. Alors il nous donne un petit conseil, il nous dit que l'objectif de votre appareil photo, ou de votre téléphone portable, doit être placé à une distance équivalente à la taille d'un pénis en érection pour faire une photo réussie de l'un de vos plats. C'est l'effet lipstick dont vous parliez tout à l'heure. C'est l'effet lipstick dont je parlais tout à l'heure, exactement. Donc Food Reporter, le site où on poste effectivement des photos de pan de food et les internautes sont invités à voter pour leurs photos préférées. Alors vous, Cyril, vous êtes pour cette tendance quand vous préparez des petits plats, mijotez des petits plats à la maison, vous faites des photos? C'est plutôt pour vérifier avec une vieille tante ou quelqu'un de la famille si la recette est bonne et que j'ai pas manqué quelque chose j'ai pas manqué un ingrédient. Voilà, ça reste très utile, une photographie très utile, moins esthétique. Voilà, c'est ça. Alors pour la taille du pénis entre votre appareil photo et votre plat, je sais pas. Par contre, il y a des petits conseils qui sont intéressants à savoir si vous voulez faire des belles photos ou en tout cas faire attention à ce que vous mangez. Il faut savoir qu'il y a une récente étude qui a été publiée par le Journal of Consumer Research qui parle de la texture de nos aliments et qui dit que les aliments les plus moelleux et les plus lisses nous donnent l'impression d'être beaucoup plus caloriques que les produits secs, ce qui n'est pas forcément vrai. Du coup, on voit souvent dans les photos de pan de food des produits bien liquides, bien mousseux, bien lisses, et on a l'impression que l'orgie alimentaire, j'ai envie de dire, est encore plus forte avec ce genre de produits. Ou encore, dernier conseil, si vous voulez faire attention, mangez dans des assiettes colorées, dans des assiettes bleues par exemple, on a tendance à s'arrêter plus vite. Voilà, c'est le conseil qu'on retiendra ce matin. Restez avec nous dans quelques instants. On parle série télévisée. On recevra une actrice sur notre plateau, l'actrice de Soda. À tout de suite. Merci de nous rejoindre pour la dernière partie de ce morning. Vous êtes sur i24 News avec moi sur ce plateau. Laurence Oltuski, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes actrice au cinéma, à la télévision. On en reparlera d'ici quelques instants. Et Rudy Saada, ravi également de vous retrouver. Rudy, tout de suite, c'est l'heure de la revue du web.
commencer par la Russie. Comment s'en passer avec un exil qui fait beaucoup de bruit. Oui, car il s'agit de Pavel Durov. Alors ça vous dit peut-être rien, mais Pavel Durov, ce n'est d'autre que le fondateur de VKontakte. C'est le Facebook 100% russe et qui, avec plus de 100 millions d'utilisateurs, est plus populaire que Facebook en Russie. Et alors la raison de sa démission et de son départ de la Russie, c'est le refus de remettre aux autorités russes les données personnelles des organisateurs du groupe Euromaidan. C'est le groupe qui coordonne la contestation pro-européenne en Ukraine. Et il a confié au site américain TechCrunch que les rapports avec les autorités russes étaient de plus en plus tendus et que la situation en Russie est incompatible avec le business sur Internet. Il s'agit plus d'une pression mise sur les pro-européens en Ukraine ou plutôt sur la restriction des libertés dans le pays? Ce qui inquiète en fait, c'est que cela s'inscrit dans un contexte global où le contrôle du net et notamment des blogueurs se fait de plus en plus fort. Par exemple, mardi, la Douma a adopté une loi pour le moins étrange qui oblige les blogueurs à faire à peu près la même chose que les médias. Ça les loge à la même enseigne. Alors désormais, tout blogueur dont le site totalise plus de 3000 visiteurs par jour doit se signaler auprès de l'autorité des contrôles des médias qui répond au nom de Roskomnadzor, quelque chose comme ça, et aussi donc de conserver. Tout à l'heure de prononcer. Oui, là c'est imprononçable. Et voilà, et les blogueurs, s'ils ne respectent pas cette règle, ils encourent une amende de 500 000 roubles, soit 10 000 euros. C'est plutôt étrange pour le pays qui protège Snowden, non? Oui, c'est vrai. Et certains, même internautes, commencent à dire que l'ex-agent de la NSA est comme une sorte de pantin du pouvoir russe. Alors la semaine dernière, Snowden, pourtant lui-même, avait interrogé Vladimir Poutine lors d'une séance de questions-réponses. Et Poutine avait dit, voilà, nous n'avons aucun règlement juridique strict, nous avons un règlement strict et que l'utilisation de la surveillance était vraiment très limitée, et aussi de l'Internet et aussi du téléphone. Et voilà, il a dit qu'en gros une surveillance aveugle ne pourrait pas exister en Russie. Ouais, donc Poutine qui tente de minimiser. Voilà, entre le discours et les actes et les lois qui sont en train de passer, il y a un fossé qui se creuse de plus en plus en Russie. Justement, la transition est toute faite. On va partir aux États-Unis avec une campagne ratée. Vous nous en parlez souvent sur ce point. Oui, alors le net qui s'y frotte, s'y pique souvent, et tout communicant devrait commencer à le savoir. L'histoire, elle est racontée par le blog Big Brother. Elle était courue d'avance. C'est celle de la police new-yorkaise, la NYPD, qui a demandé hier aux New-Yorkais de poster sur Twitter des photos de souriants avec des agents, promettant que les meilleures images seront diffusées sur la page Facebook. Et ce qui devait arriver arriva. Alors il y a certes ceux qui ont joué le jeu, comme cette dame, mais le concours de photos tweet s'est vite transformé en cauchemar pour le community manager. Très vite, les premières photos d'arrestation apparaissent sur le web, certaines même avec un petit slogan très mignon. Par exemple, la prochaine, si vous ne pouvez pas marcher, la police new-yorkaise vous portera, tellement utile. Donc c'est ce qu'on appelle sur Internet un très très beau fail dans les règles de l'art. Voilà, on va prendre des nouvelles à présent de ces anonymes qui deviennent stars du web. Alors on va commencer par le héros malgré lui. Alors je vous en ai parlé sur ce plateau, c'était la semaine dernière. C'est ce jeune homme qui avait eu la mauvaise idée de vouloir se prendre un selfie de rebelle alors qu'un train passait derrière lui. Petit rappel, ça réveille. C'est ça, alors le chauffeur lui avait donné un coup de pied pour le pousser et une mise en garde assez violente. Alors on pourrait se dire que finalement, à part cette bonne leçon et une petite célébrité éphémère, Jared, 22 ans, n'a rien gagné. Eh bien non, cette petite vidéo idiote va lui rapporter entre 30 000 et 250 000 $ après un accord passé avec une société de production qui va monétiser sur YouTube. Vous savez que chaque clic rapporte de l'argent et effectivement ce matin il en est à 24 millions de clics et de vues. Ça vous étonne, Laurence? Oui, enfin je trouve c'est un peu abouti, mais bon, c'est... Je comprends toujours pas. C'est le net. Bah oui, en tout cas il a promis de plus y retourner, de ne plus refaire ce genre de choses, et il a dit que cette somme servirait à financer ses études dans le cinéma. Voilà. Ça ne s'invente pas. Ce qui permettra d'être plus intelligent. On finit, Rudy, par un dénouement heureux. Oui, alors je vous en avais parlé en janvier de Stephen McLaughlin. C'est un Canadien qui n'avait pas d'idée avec sa femme pour nommer sa future fille qui était attendue pour avril. Alors il avait lancé ce site internet qui avait fait le buzz, namemydaughter.com, où les internautes étaient invités à proposer leur prénom et donc à voter. Donc la petite est née le 7 avril dernier, on l'a appris hier, et le prénom qui a gagné, je vous laisse le découvrir en images, c'est
J'tululu, j'tululu, en référence à une chanson en fait du groupe de métal rock Metallica. Alors heureusement, ce ne sont pas des parents indignes et la petite finalement s'appelle Amelia Savannah. Voilà. Et d'ailleurs, si on regarde le classement qu'ont fait les internautes de tous les prénoms, le seul prénom à peu près normal, il arrive en 8e position. Voilà. Et c'est Olivia. Avant, il y a Zelda. Scotland, quand même. Voilà, il y a Zelda, pas Zelda, Megatron, etc. Donc voilà, mais comment Olivia est 8e et après bon, on arrive dans quelque chose d'un peu plus... Batman, oui, aussi. Oui. Ça c'était pour le 2e nom. Voilà, en tout cas tout est bien qui finit bien pour la petite. Le 11e c'était quand même Hero. Oui. Bon. La petite Amélia qui a failli donc s'appeler Ch'tululu. Et voilà, il faut tout faire passer par le filtre de l'étamine, c'est Montaigne qui nous le disait, il faut le faire. Merci Rudy d'avoir été avec nous sur ce plateau. Est-ce que vous jouez à la Game Boy, vous deux? Vous jouiez peut-être? Ouais, fin des années 70 je pense. Rudy? Oui. Et bien justement, Tetris. on va fêter un anniversaire, Tetris, Mario, et on en passe il y a 25 ans, un jour pour jour presque, la première console de jeu vidéo de poche voyait le jour, la Game Boy du célèbre japonais Nintendo. Alors, comment a-t-elle inspiré l'univers du loisir tel qu'on connaît aujourd'hui? Retour sur cette épopée. Des jeux en noir et blanc sur des musiques entraînantes. C'était il y a 25 ans. Le 21 avril 1989, la première console de jeux vidéo de poche faisait son apparition, la Game Boy. Une petite révolution du groupe japonais Nintendo. On trouvait ça génial, même si l'écran est tout petit. Les jeux étaient très différents des jeux actuels, mais je crois qu'on les aimait tout autant. Avec des jeux simples et efficaces, la Game Boy a séduit des consommateurs de tout âge. La Game Boy a tout simplement pulvérisé la compétition. Elle a bien mieux marché que tous les produits concurrents sur le marché à l'époque. À un certain moment, les jeux portables sont même devenus synonymes de Game Boy. Mais malgré ce succès des années 90 et les différentes versions qui ont succédé la Game Boy, Nintendo n'est plus le leader du marché de la console portative. Aujourd'hui, ce sont les smartphones et les tablettes qui ont pris le relais. Des interfaces multitâches sur lesquelles développer des jeux s'avère plutôt rentable. Le coût de la création d'un jeu pour smartphone ou tablette est beaucoup plus bas. Même avec 1 ou 2 millions de dollars, vous pouvez commencer à faire un bon jeu. Alors que les coûts de production dans le monde des jeux vidéo sont beaucoup plus élevés. Même sur le secteur des consoles de salon, et malgré le triomphe de la Wii, un boîtier capable de détecter les mouvements des joueurs, Nintendo s'est fait devancer par un autre japonais, Sony et sa célèbre PlayStation, mais aussi l'américain Microsoft qui a lancé la Xbox. L'évolution de ce qui est possible dans les plateformes de jeux jouera en faveur de ces grands acteurs du marché qui ont de nombreux clients et aussi beaucoup de données. Et donc des entreprises comme Nintendo doivent vraiment faire des changements très rapides ou peut-être se repositionner. Changer et vite. Fin janvier, Nintendo a annoncé une chute de son chiffre d'affaires de 8% entre avril et décembre 2013. Une dégringolade qui devrait engendrer de lourdes pertes pour l'ensemble de l'année. Et voilà, avec cette musique de Tetris, on parle à présent avec vous, Laurence Oltuski. Vous le savez, côté américain, il y a les Simpsons qui font fureur et qui cartonnent. De l'autre côté de l'Atlantique, en France, eh bien, il y a Soda. De quoi ça parle? Faites-nous le... Alors, Soda, c'est ado à l'envers. Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon, enfin, qui n'est plus très jeune maintenant, qui s'appelle Adam, qui est interprété par Kev Adams. Et moi, j'y joue sa mère. Et donc, ce sont des histoires entre parents, ados, des situations loufoques, voilà, des mensonges, plein d'histoires, d'aventures, des situations totalement quotidiennes avec beaucoup d'humour. Voilà, très très bien écrit. On regarde un petit morceau, on en parle juste après. Oula, je m'attends au pire. Il faut que tu saches que dans la vraie vie, hein, ça se passe pas comme dans les films que tu regardes sur Internet. Hein, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles de proportion? Non. Mais ça aussi, c'est vrai, il faut pas que tu t'inquiètes, hein, si t'es comme ton père. Bon, bref. Non, en fait, je voulais parler de contexte. Ce que je veux dire, c'est que dans la vraie vie, hein, le mec débarque pas chez la fille comme ça pour lui livrer une pizza et hop, il dispose d'elle comme il l'entend. Hein? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être gentil avec les filles. Tu comprends? Je te remercie, j'avais remarqué, hein, Mabs.
Oh, j'en connais une qui a été très vilaine et qui mérite une grosse punition. Allez, à poil, mon petit bout. Coco chérie. T'as vu, Adam est là ce soir, finalement. T'as pas reçu mon texto? Laurence, vous êtes comme ça dans la vraie vie? Un peu dingue des fois, oui. Oui, d'ailleurs, c'est très frustrant avec ce personnage, des fois, qu'elle soit toujours la mère de famille qui doit tenir la maison et tout, parce que chez moi, c'est pas totalement ça, quoi. Est-ce qu'on vous connaît sur le grand écran aussi, on vous a vu. Quelle est la différence de jeu quand on est actrice entre le grand et le petit écran? On prend moins le temps pour le petit écran. Tout est très rapide. Les textes, on les apprend. Voilà, on rentre chez soi le soir, les gens croient qu'on a une journée terminée. Non, on a plein de textes à apprendre pour le lendemain. Tout va très vite. On a droit qu'à un plan et après, ça y est, on passe à la scène d'après, la scène suivante. Alors qu'au cinéma, il y a un petit peu plus. Il n'y a pas plusieurs prises, il n'y a qu'un plan. Très peu. Là, pour Soda, on enchaîne quand même. Ouais. On a très peu de la marge de manœuvre, on va dire. Mais sinon, le jeu, non, c'est pareil. En fait, ça dépend des personnages, des rôles, du réalisateur, mais sinon c'est le même principe. Alors on revient sur Soda. Quelle est l'ambiance en coulisses? Aussi sympa, aussi vivant que c'est ce qu'on voyage voit à scolaire. l'écran. Ouais. D'ailleurs, là, on est très contents parce que pour la saison 4, on part tourner en Belgique. On sort des studios parce que là, tout ce qui a été diffusé pendant 3 ans, c'était tourné en studio, donc un peu comme ici. Et on a envie d'aller, comme vous, je pense, plonger dans la mer, aller sur le port. Et ben là, c'est pareil. On va partir en colonie de vacances, quoi. Non, on s'entend tous très bien. Retour à Borassi? Oui, tout à fait, parce que je suis belge, d'origine bruxelloise. Et du coup, on part tourner chez moi, je suis très contente. Et d'ailleurs, du coup, apparemment, il y a un truc ils se sont inspirés de ça, parce que des fois, il y a des points d'accent belge qui reviennent sur le plateau. Apparemment, on se dit, mais d'où elle vient, cette babette? Et en fait, elle vient de Bruxelles, mais elle ne le sait pas. Oui, parce qu'on a trouvé des vidéos sur le net où on l'entend, cet accent belge, des vidéos. Mais je m'en cache pas, hein. Mais de toute façon, on l'entendra pas. D'accord, ok. On va pas vous faire ça. Ce matin, alors vous êtes actrice, mais vous êtes aussi auteur. Ça complète ce travail d'actrice, le fait d'écrire? C'est indispensable, mais parce que j'ai des histoires que j'ai envie de raconter. Au départ, en tant qu'actrice, parce que les rôles ne viennent pas forcément... comme on le voudrait, du coup, j'avais envie d'aller chercher des personnages et puis d'aller créer des histoires, m'inventer des belles histoires que moi j'aurais envie de voir en tant que spectatrice au cinéma. Voilà. Donc pour le cinéma, en majeure partie, vous jouez en général des rôles légers. Vous voyez défiler à l'écran certaines images. Pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Non, il y a d'ailleurs un truc qui est passé il y a la semaine dernière sur TF1 avec un truc totalement à l'opposé, une rôle de vilaine pédophile. Affreux. Et voilà, moi je prends autant de plaisir là-dedans. Oui, carrément. C'est quoi le rôle que vous aimeriez jouer que jusqu'à présent vous n'avez pas joué? Oh, il y en a tellement. Tous les rôles d'Isabelle Adjani et de Romy Schneider, je crois. Voilà. Donc écrivez-les, ces rôles-là. Et ben voilà, l'appel est lancé. Laurence, vous entendiez tout à l'heure Rudy discuter, parler, faire. On sait qu'en télévision, on a souvent cette notion de jeu aussi, à chaque chronique. Vous l'imaginez dans quel rôle, Rudy, avec ce que vous avez vu comme ça à l'écran? Dans quel rôle? Bon, on s'est vu 5 minutes. Oh, mais il peut jouer plein de choses, Rudy. Le regard... le regard profond. Ouais, mais un petit air sarcastique quand même. Brad Pitt, c'est ça. Antonio Banderas. Ah oui, peut-être. Ouais, Banderas, c'est ça. Ouais, sur un cheval et un lasso aussi. C'est pareil, d'accord. Et un rôle en Israël aussi, peut-être. Qu'est-ce que vous pensez des séries israéliennes? On sait qu'elles s'exportent beaucoup à l'étranger, en particulier aux États-Unis. J'en connais très peu. Hier, j'ai encore regardé un film. Comment il s'appelait, celui-là? Je me suis endormie devant. Pardon pour les acteurs, mais je vais pas citer le nom du coup. C'était formidable, mais j'étais fatiguée. J'ai des enfants qui se lèvent très tôt ici avec le jet lag, je sais pas ce qu'ils font, mais non, j'adorerais. D'ailleurs, j'apprends l'hébreu dans l'espoir un jour de pouvoir trouver des rôles ici. Et Annie Lomedet, Ivrit Baulpan, et Annie Starkanit, voilà, c'est tout ce que je sais dire. Oui, avec l'accent, c'est ce qu'il faut dire. Ouais, voilà, c'est ça. Ça aide d'être actrice finalement pour apprendre des langues. Il y a juste l'accent en fait, c'est bullshit. Le reste, il n'y a pas de vocabulaire, donc j'irai pas très loin, mais j'apprends. Parce que c'est ça en fait que vous pointez, que vous avez envie de voir naître à l'horizon, des rôles en Israël, une carrière en Israël? Non, une carrière peut-être pas, mais des rôles, pourquoi pas. Voilà, mais c'est le rêve de toute actrice d'aller tourner à l'international, d'aller chercher des rôles ailleurs aussi, bien sûr. Mais ça prend encore un petit peu de temps. Voilà. Encore un peu de temps, c'est pas votre première fois en Israël, vous aimez ce pays? J'adore ce pays, mais je le vois d'une manière totalement... touristique, c'est-à-dire que j'y viens, je n'ai jamais habité ici, contrairement à mon mari qui a passé 3 ans.
Je vois la politique d'un regard totalement extérieur. J'y trouve beaucoup de plaisir quand je viens avec mes enfants, passer du temps en famille et tout. Mais pour le reste, je pense que ça doit être un pays, malgré tout, où il est difficile de vivre. Enfin, moi, j'ai pas mal de copains qui viennent maintenant et on voit la mer, le soleil, la plage et tout. Mais c'est une situation économique qui n'est pas évidente et je suis pas encore prête à faire mon alia, on va dire. Bon, peut-être en un tout petit cas, peu on plus espère tard. vous voir bientôt sur les écrans israéliens, pourquoi pas, dans de nouvelles séries. Merci en tout cas beaucoup d'être venu, Laurence Olszewski, sur ce plateau. Merci à vous également, Rudy, d'avoir participé à cette émission. Merci à tous ceux qui l'ont réalisé et préparé. C'est donc la fin de ce morning. Excellente journée à vous. Restez à l'écoute, à suivre un tout nouveau journal sur i24 News.